Alors bonjour Jean-Luc, merci de répondre à mes questions pour le blog du comité départemental. Alors j'ai souhaité t'interviewer parce qu'on aimerait bien avoir un petit peu l'histoire d'un Sunset et tout son parcours de pratiquant jusqu'à aujourd'hui que tu es enseignant et directeur technique régional, et savoir quand est-ce que tu as commencé l'aïkido. C'était sans doute pas hier, mais peut-être avant-hier, et nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a cheminé pour que tu deviennes aujourd'hui professeur. Alors, j'ai commencé l'aïkido en 1967, c'est-à-dire avant le décès de Ho-sensei. Et à cette époque-là, on ne parlait pas de Ho-sensei, on pratiquait d'une façon assez dure. Quand je compare l'aïkido de cette époque à l'aïkido d'aujourd'hui, il fallait faire mal pour que ce soit efficace. Ça faisait partie des critères. Il fallait faire mal. Oui, j'imagine que c'était une des parts de l'héritage de Tadashi Abe. Oui. On travaillait énormément sur les points sensibles. Il y avait beaucoup de... Voilà, je vivais ça, moi, assez douloureusement. Et paradoxalement... Budo, un peu dans l'esprit d'Aikibudo encore, c'était très budo. Si on compare aujourd'hui avec ça, on avait une recherche, un souci d'efficacité immédiate. Et la douleur était un critère, ça devait théoriquement annihiler la volonté de l'autre. Voilà. Bon. Moi, je l'avais vécu comme ça à cette époque-là, et c'était les explications qui me reviennent. Et moi, j'avais commencé l'aïkido, j'avais repris le judo à ce moment-là, je travaillais dans une entreprise, et il y avait un club de judo au sein du comité. Donc, tu as commencé les arts martiaux par le judo? Par le judo. Et puis j'avais pratiqué du judo là où j'habitais auparavant, chez mes parents. Et puis quand je suis allé à Paris, j'ai repris donc l'aïkido dans cette entreprise, au sein du comité d'entreprise. Et j'avais dans un coin de ma tête une réflexion de mon père qui avait fait aussi du judo avec moi et qui avait assisté à une démonstration, qui avait participé à une démonstration de judo et assisté à une démonstration d'aïkido avec Tadashi Abe. Et il m'avait relaté l'étonnement qu'il avait eu à voir cette démonstration. Et ça, c'était resté dans un coin de ma tête. Et quand je suis retourné, quand j'ai repris le judo, j'en ai parlé à mon professeur. Et je lui ai dit, qui s'appelait Roland Arras, et je lui ai dit, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de l'aïkido. Alors pourquoi est-ce que je lui ai dit ça? C'est plus très clair dans ma tête. Et c'est Roland Arras qui, au sein de la fédération de judo, a fait des démarches, parce que lui aussi était intéressé, pour démarrer un club d'aïkido. Une section d'aïkido, voilà, au sein du comité d'entreprise. Et c'est ce qui s'est fait. Il y a eu d'abord une démonstration avec Guy Lorenzi et ses élèves, dont Michel Hamon, qui a repris, donc qui a commencé à enseigner dans cette entreprise. Ça a été ton premier professeur? Ça a été mon premier professeur. Ça a été mon premier professeur, c'est mon professeur pendant très très longtemps, enfin aussi longtemps que je suis resté dans la région parisienne. Et là, bon, c'était de l'aïkido sauvage, parce qu'on poussait les tables du réfectoire, on déroulait des tatamis, on mettait un cadre, on montait une bâche, et puis on pratiquait. Et donc, moi, ce qui m'a fait continuer à ce moment-là, c'était qu'après les cours, j'étais bien. J'avais fait 9 heures d'atelier, physique, 1 heure et demie d'aïkido, encore, et après, bonne aise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé, et en parlant avec des élèves encore aujourd'hui, la plupart des élèves sont bien après un cours d'aïkido. J'attribue ça plutôt au fait qu'on n'est pas dans un souci de compétition et qu'il y a toujours l'idée d'être complémentaire de l'autre, même si l'aïkido, la pratique peut devenir intense, très rapide. Comme si l'échange d'énergie faisait qu'on se recharge aussi. Voilà. On dépense, on se recharge. Je ne perçois pas ou je ne suis pas capable de développer tous les paramètres, mais c'est l'impression qu'on a. Voilà, ce bien-être à la fin d'un cours. Même en tant qu'enseignant où il n'y a pas l'échange, il y a toujours cette espèce de satisfaction et qui, même auprès de mon vécu et puis d'autres élèves qui ont un travail très physique,
voilà, même après, ou après une journée où ça a été assez harassant. Il y a un phénomène de régénération qui est assez étonnant et très agréable à vivre en tous les cas. Ensuite, après tu as donc pratiqué là-bas donc dans cette région parisienne. Alors il y avait la première année, c'était un cours par semaine. Hein. La deuxième année, Michel Hamon a ouvert un club à Hyères. Et il y avait 2 cours d'aïkido. Et là, je faisais un cours. J'ai suivi Michel Hamon. Donc je faisais 2 cours à Hyères, un cours à Villeneuve-le-Roi, dans l'entreprise. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai passé même à peine 3 ans, j'ai passé mon shodan. Parce que c'est mort dedans. Et là, j'ai ouvert un club, 2 clubs, puis 3 clubs. Et, dans la région là-bas. Ah oui, tout autour de c'était vraiment le début de l'année, commençait juste à côté. Et là, à ce moment-là, je faisais tous les soirs, j'avais un entraînement et je donnais un cours et je prenais un entraînement. Je cavalais dans la région, enfin autour de Villeneuve-le-Roi. Et j'arrivais à donner un cours et puis il y a un moment où je ne savais plus trop où j'étais parce que 9 heures d'atelier et puis 3 heures d'aïkido le soir, ça commençait à faire beaucoup. Et je me suis dit, voilà, il faut que je fasse un choix. Soit j'arrête l'aïkido, soit j'arrête le boulot. Et j'ai arrêté le boulot. Donc j'ai arrêté de travailler, j'ai démissionné, puis je me suis débrouillé. Bon, j'avais un bagage de moniteur de centre de loisirs, donc voilà, j'ai gagné 3 sous à droite à gauche. Je donnais des cours de gymnastique douce qui étaient en rapport avec ce qu'on faisait à l'aïkido, Aikitaiso, tout ça. Bon. Et puis Aikido. Voilà. Bon, ça nourrissait pas son homme. Mais bon, hein, quand on est dedans et qu'on a envie de... le reste, on se débrouille. Et puis voilà, donc... Et quand tu es venu dans la région, c'était en quelle année? Après j'ai rencontré Annie, et puis lorsqu'on a attendu le premier enfant, on s'est dit, on ne reste pas en région parisienne. Et là on a cherché dans plusieurs endroits, là où on pouvait trouver... alors on s'est fait rejeter un petit peu dans plusieurs endroits. Et puis à Niort, à Niort il y avait aussi l'héritage paternel. Mon père était connu dans le milieu judo à Niort, donc on a été très bien accueillis et on s'est installé dans le Niortais. Ça fait maintenant 38 ans. Et l'aïkido a commencé aussi avec le judo. Alors c'est le judo club Niortais qui a accueilli la section. Comme dans le Nord. Voilà. C'est le judo club Niortais qui a accueilli la section d'aïkido et au bout de 2 ans, l'aïkido club s'est créé. Voilà. Et on a toujours eu de très très bonnes relations avec le judo. Donc, et puis là, c'était les premières années à Niort. Je gardais, pour avoir un petit peu de sous, je gardais les clubs, 2 clubs en région parisienne. Ah oui aussi. Ah ouais, alors je partais le lundi, le mardi, le mercredi à Paris, je revenais, je donnais les cours le jeudi, le vendredi, le samedi ici. Je m'entraînais le vendredi plutôt à Saint-Jean-d'Angély, enfin bon, voilà. Donc, et puis ça a duré pendant 2 pleines années. Et puis après, j'ai trouvé d'autres petits boulots dans la journée sur le Niortais, qui ont permis de laisser le club de Villeneuve-le-Roi. Et puis là, c'était Aïkido tous les soirs, Beauvoir, affrontement Rouen. Il y avait un cours tous les jours à Niort. Oui. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Quand c'était pas même 2 cours dans la... Le jeudi soir, il y avait 2 cours. Le vendredi aussi. Et le samedi, il y avait 2 cours. Il y avait un cours le matin, un cours l'après-midi. L'aïkido, ça marchait bien. On était 150 licenciés. Hein. Et puis, on était sur la vague. Enfin, c'était aussi à un moment où les arts martiaux se développaient très fort. Mais l'aïkido a très bien marché à Niort. Et puis là aussi, je faisais un cours à Niort et un cours à Frontenay-en-Roi ou un cours à Beauvoir ou 2 cours à Niort. Enfin, il y avait pratiquement 2 cours tous les jours. La section d'aïkido enfant aussi a démarré à cette époque-là. C'est Annie qui s'en est chargée et qui a maintenu donc, cette section pendant très très longtemps. Les cours qui étaient... Et là, c'était aïkido tous les soirs de la semaine et le week-end en stage. Voilà. 3 week-ends sur 4, donc c'était pas 4 week-ends sur 4.
C'est un parcours important. Et au niveau de. Donc, tu as été donc. Tu as reçu ton grade de 6e Dan en quelle année? Je crois que c'est en 2000. En 2000. 2000, 2001 ou 2000, ouais, d'accord. C'est pas. Ouais, c'est pas. Alors, sur le plan maintenant de l'aïkido, et principalement des principes de l'aïkido, pour toi, la notion d'aïki, quand tu donnes un cours, tu parles toujours dans la pratique, mais aussi dans le vécu et le quotidien. Tu ne sais pas de créer comment dire, une séparation entre l'aïkido sur le tatami, et il y a toujours cette notion de réalisme, mais aussi de la réalité du vécu. Oui, je pense que c'est une des grandes richesses de l'aïkido de pouvoir adapter les concepts de l'aïkido à la vie de tous les jours. C'est pas seulement quelques heures dans la semaine en dehors enfin, une pratique en dehors de la vie quotidienne. On peut très bien, d'ailleurs ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire que justement ce bien-être qu'on retrouve, pourquoi pas chercher à le retrouver dans des relations. Et qui dit relation, dit aussi relation conflictuelle. Oui, oui, oui. Et que l'aïkido, c'est une piste intéressante pour la gestion des conflits. C'est une piste intéressante. Là aussi, les limites de cette piste, parce qu'il faut aussi les aborder, c'est généralement nos propres limites, hein, c'est-à-dire ce qu'on est capable de générer et d'accepter. D'accepter sur le tatami, comme enseignement et de le transmettre après, ou de l'intégrer dans nous-mêmes et puis après de le redistribuer dans la vie quotidienne. C'est peut-être ça aussi qui fait que nos limites sont. On n'est pas toujours. C'est pas toujours évident d'intégrer ça dans notre pratique et dans notre vie. L'intégrer dans la pratique, il y a quand même une question de volonté. L'intégrer dans la vie, il y a aussi un tas de paramètres qui nous échappent dans la vie. Hein. Il y a les circonstances. Voilà. Et ce qui ne nous échappe pas, justement. Dans ce qui ne nous échappe pas, c'est ce qui nous intéresse le plus. Là où on peut travailler. Alors, là où on peut travailler, c'est dans notre domaine du conscient, où on peut intervenir d'une façon consciente. Parce qu'après, il y a des événements qui nous échappent, ceux-là, on les met de côté. Mais de toute façon, c'est le même concept. Ouais. C'est la même chose. C'est l'idée de faire avec. Pas l'idée de faire avec dans le faire, je fais avec, mais faire avec, c'est-à-dire construire avec, élaborer avec, œuvrer avec. C'est-à-dire, il y a un côté, de faire, c'est-à-dire de pas seulement subir. Quoi. Voilà, c'est être dans le contexte et faire avec le contexte. C'est vrai avec les blessures, c'est vrai avec les rencontres, c'est vrai avec la famille, c'est vrai avec plein de choses. Tu disais dans la dernière école des cadres qu'il y a eu à Rochefort, tu prenais l'exemple de cette jeune femme allemande qui avait son attitude ayant été, elle s'est construite au niveau de son aïkido, dans sa personnalité. Oui, et seulement au bout de quelques mois, elle s'était rendue compte que au départ, les comportements, voilà, c'est ça. Comportements dans la rue, elle avait noté que ça se faisait. Il y avait un manque de respect. Oui, c'est ça. Dans un premier temps, elle se faisait siffler, elle se faisait interpeller. Or, elle n'a pas déménagé, elle n'a pas refait sa garde-robe en quelques mois. Donc, elle avait, apparemment, on peut imaginer qu'elle avait le même comportement. Et pourtant, elle m'avait fait cette observation il y a de ça un moment, que finalement on la laissait tranquille et qu'elle n'était plus perturbée par des comportements d'autres personnes. Comment on pourrait interpréter ça justement au niveau de la alors, là on va pratiquement faire référence à tout ce qui... on se dit que la communication, même une communication verbale, c'est 80% de non-dit, des comportements, des attitudes, et de non-dit, oui. Oui. De non-dit, oui. C'est la relation, elle est à 20% verbale, même dans une communication verbale, elle est à 20% verbale, et le reste, c'est des comportements, c'est des refus, c'est des on avance, on frappe, on réagit, on s'ouvre, on sourit, un regard. Dans un regard, il y a énormément de choses qui passent. Surtout si c'est des regards furtifs, si c'est ceci, si c'est cela, et il suffit que ça change pour qu'effectivement les personnes qu'on croise aient aussi une autre sensation. Voilà, ça c'est mon analyse.
sans parler d'énergie plus subtile, mais c'est la même chose, qu'on veuille chercher des énergies plus subtiles ou bien qu'on s'arrête seulement à des choses observables. Voilà. Mais dans les choses observables, il peut y avoir des choses très fines, très subtiles. On voit bien comment font les animaux, on en parlait encore cet après-midi avec Evan, dont sa belle-mère. Voilà, il y a le chien du voisin qui est plutôt un chien agressif, et cette femme qui n'est pas spécialement à l'aise et tout ça, on aurait pu imaginer qu'elle aurait été aussi très méfiante et que le chien aurait réagi très fort. Non, c'est pas du tout. C'est-à-dire qu'elle y a été franco, et puis le chien n'a pas bronché. Enfin bon, voilà, c'est vrai que, voilà, que ce soit des animaux, que ce soit des humains, c'est peut-être moins analysé, enfin, ou moins perçu, mais il y a des échanges qui sont les mêmes. Hein. Alors, pour terminer sur ce point-là, est-ce que justement notre pratique d'aïkido aurait tendance, alors le mot, je ne sais pas si on va l'employer, mais développer peut-être ça, cette attitude qui ferait que... Moi je pense qu'on supprime des peurs. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que, ayant peur nous-mêmes, on aurait tendance peut-être à créer une situation... C'est pas forcément une peur consciente, c'est la... Parce qu'on a un tas de peurs qui nous limitent, la peur de tomber, la peur d'être ridicule, la peur de ceci, la peur de l'autre, la peur de... Et à partir du moment où déjà on apprend à être touché, à être secoué, à être dans le dojo, à se tomber, à se relever sans se faire mal, tout ça sont des peurs qu'on ne manifeste plus. Et moi je reste persuadé que les peurs, elles se ressentent d'une façon très intuitive, peut-être pas le mot qu'il faut trouver, mais à un niveau très sensible. Et la façon de placer la voix, la façon de... Voilà, ça peut très bien arrêter ou, dans une situation conflictuelle qui s'installe, changer des paramètres. Oui, justement, c'est la troisième. J'enchaîne sur les paramètres. Dans ton enseignement... ça c'est un point qui m'est cher. Alors justement, j'enchaîne sur cette notion de paramètres. Très fréquemment, dans tes cours, tu parles souvent de ces notions de changement, changer les paramètres. Et tu en nommes 3 principalement. Alors j'aimerais bien pour les pratiquants qui nous écoutent et qui nous regardent, que tu les... Moi c'est un petit peu mon leitmotiv. Moi la pratique m'a amené puis la réflexion m'a amené à cette prise de conscience. Pour qu'une situation, quelle qu'elle soit, mais a fortiori une situation conflictuelle s'installe, il faut qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait opposition, il faut qu'il y ait des énergies et ces énergies elles vont se rencontrer que s'il y a une distance, généralement elles sont orientées, donc une direction, et un moment. Oui. Un moment. Voilà, oui, si on est décalé un instant, si je passe dans cette rue-là et qu'un agresseur éventuel passe le lendemain, voilà, ça ne me concerne pas. Donc il y a une question de moment. Oui. De distance. Parce que si c'est pas le moment, si je suis dans une rue et lui dans l'autre, ça peut être le même moment, ça me dérange pas. Clair. Et d'angle, parce que s'il marche dans un sens, c'est que je suis derrière lui ou qu'on arrive avec, voilà, donc... pas dans son champ de vision. Son champ de vision, ou voilà, seulement... non, voilà. Donc il faut que ces paramètres, il faut que ces 3 paramètres se conjuguent. Dans la pratique de l'aïkido. Dans la pratique de l'aïkido et dans l'instant, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans l'instant, il faut que ces paramètres soient présents. Et en modifiant ces paramètres, on change le contexte. Donc, on doit penser à la notion de changer donc le temps, changer le moment, changer le moment et changer l'angle. Et même parce que lors d'une agression physique, ça va très vite. Mais ce moment-là, il existe. C'est-à-dire que l'instant qui déclenche, voilà, c'est une distance, surtout sur des agressions à main nue ou avec des armes courtes, c'est une distance à un moment particulier, parce qu'il faut que les personnages soient présents, et dans une direction particulière. Et en changeant ces paramètres, même sur des distances très courtes, et a fortiori, quand les distances sont courtes, tout se concentre, tout s'amplifie. Et une des grandes forces de l'aïkido, c'est la notion de hirimi. Parce qu'en entrant dans l'instant où le partenaire maîtrise la situation, plutôt que de subir et de reculer, on perturbe beaucoup de choses. Voilà. Alors, reculer peut être une autre forme du hirimi, mais c'est beaucoup plus difficile à gérer par la suite parce qu'on laisse
plus de capacité à l'autre d'intervenir. Mais entrer dans... Et puis là, ça existe. Ça existe aussi bien chez des commerciaux quand ils vont avoir affaire à quelqu'un, un commercial, quand il avance un argument, qui a un contre-argument, s'il recule, c'est fini. Oui. Et avec un animal, c'est la même chose. Si un chien avance vers vous et il commence à reculer, il a compris. Un chien et d'autres animaux. Voilà. Mais là, on pourrait justement ajouter que tout ça, ça crée un quatrième paramètre, qui est le changement d'état d'esprit de celui qui vient nous attaquer. Ça va découler de ça. Ça implique ça, ou ça l'implique ou ça n'implique pas, ça lui appartient. Mais en tous les cas, c'est plus lui qui a créé une situation, il est obligé en même temps de s'adapter. Voilà. Même s'il reste avec les mêmes paramètres, même s'il reste avec la même intention d'agression, tout ça, il est obligé de s'adapter. Et à partir du moment où il s'adapte, c'est déjà Aiki. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'agresseur s'adapte à l'agressé, c'est déjà une façon de s'harmoniser. Et c'était pas, disons, l'objectif tel qu'il avait conçu comme ça. À partir du moment où il s'adapte. Voilà. Et dès lors où justement ces paramètres sont modifiés, alors là, l'aïkido peut être construit. On peut construire l'aïkido. C'est déjà une partie du Aiki, puisque Aiki, c'est trouver, créer, être. Alors, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est faire avec. On a une situation. Alors après, il y a d'autres paramètres. Je ne pense pas qu'on aura l'occasion d'en parler ce soir, parce que c'est les constructions mentales, le cerveau, comment il réagit. En cas, si c'est seulement émotionnel ou si c'est vital, c'est-à-dire que là, il peut ne pas y avoir les mêmes réactions. Mais c'est comment dire, le fait d'entrer et d'avoir soi-même fait d'intervenir sur le comportement du partenaire, voilà, il est obligé, c'est obligé d'en tenir compte. Donc à partir du moment où il en tient compte, c'est déjà une construction, il ne fait plus ce qu'il voulait comme il voulait, mais il fait avec, lui aussi. Ben merci Jean-Luc d'avoir répondu à ces questions. En tout cas, ça a alimenté notre réflexion. Et puis j'espère que les pratiquants vont de même de leur côté. Je pense que voilà, et si ça peut être un échange et qu'on peut enrichir encore, c'est... J'aurai la possibilité sur le blog de laisser un espace où on pourrait donner des commentaires. Très bien. Merci Jean-Luc. Merci.